Je suppose que tout a commencé le jour de ma naissance, ou peut-être même avant. En grandissant, je me suis toujours sentie comme le mouton noir, l'erreur que tous souhaitaient n'avoir jamais eu lieu. Mes parents, Marie et Greg, étaient jeunes, ils venaient à peine de terminer leurs études secondaires, et d'après les chuchotements que j'ai entendus, je n'ai jamais fait partie de leur projet. Ils se sont mariés à cause de moi, et il ne leur a pas fallu longtemps pour me le faire ressentir. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'avoir été embrassée ou câlinée étant enfant. En fait, je me souviens à peine d'une quelconque affection. Mes premiers souvenirs sont principalement ceux des regards froids de ma mère et de l'absence constante de mon père. Il était camionneur, toujours sur la route, et je me demandais souvent s'il prenait des détours supplémentaires uniquement pour rester loin de la maison. Quand il était là, il me traitait comme un fardeau, quelque chose qui lui avait gâché la vie. Il perdait souvent son sang-froid, lançant des objets dans la pièce, hurlant sur ma mère, la blâmant d'être trop stupide pour utiliser une protection. J'étais un fantôme dans ma propre maison, on ne me remarquait que lorsqu'il fallait trouver quelqu'un à blâmer pour leur misère. À l'école, dès le début, j'ai senti que les enseignants étaient au courant du secret, comme s'ils savaient que je n'étais pas désirée et me traitaient en conséquence. Madame Thompson, mon institutrice de CE1, était la pire. Elle avait une façon de me faire sentir comme le plus idiot de la classe. Peu importe combien j'essayais, mes efforts n'étaient jamais suffisants. J'étais toujours le dernier à être appelé, et quand c'était le cas, elle levait les yeux au ciel, soupirait et faisait un commentaire sarcastique sur ma lenteur. Les autres enfants l'ont rapidement compris. Ils ont vu comment elle me traitait et ont suivi son exemple, faisant de moi la cible de leurs plaisanteries et de leur harcèlement. Quand j'étais en CE2, j'étais le paria de la classe. Les autres enfants m'appelaient « erreur » dans mon dos, mais parfois en face. Ils me tiraient les livres des mains, me faisaient trébucher dans les couloirs et répandaient des rumeurs sur le fait que mes parents me détestaient. Je me souviens d'une fois, pendant la récréation, un groupe de garçons, dirigé par Tyler, le tyran de la classe, m'ont acculé derrière l'école. Tyler était un grand garçon, plus grand que la plupart des autres, et il avait une veine cruelle très profonde. Il m'a poussé contre le mur de briques, son souffle chaud et rance sur mon visage, et m'a dit que je devrais simplement disparaître, que personne ne s'en soucierait si je le faisais. Et puis ils ont fait quelque chose qui me hante encore aujourd'hui. Tyler a sorti un briquet qu'il avait volé à son frère aîné et l'a allumé, la petite flamme dansant dangereusement près de mon visage. J'étais terrifiée, paralysée sur place, mais j'ai réussi à les supplier de s'arrêter. Tyler a simplement ri, puis, dans un moment qui a semblé s'étirer indéfiniment, il a maintenu la flamme contre mon bras. La douleur a été instantanée, brûlant ma peau, et j'ai crié. Les garçons se sont dispersés, riant en courant, me laissant là avec une petite brûlure douloureuse que je savais que je ne pouvais raconter à personne. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai menti et j'ai dit à ma mère que j'avais accidentellement touché la cuisinière. Elle n'a même pas levé les yeux de son magazine. Les années ont passé, et la haine de mes camarades de classe n'a fait que grandir. Au collège, le harcèlement scolaire s'était intensifié au point que je craignais d'aller à l'école tous les jours. Les professeurs continuaient à m'ignorer, ou pire encore, se joignaient au ridicule. Monsieur Davis, mon professeur de mathématiques, avait une aversion particulière pour moi. Il me demandait exprès de résoudre les problèmes les plus difficiles, sachant que je me tromperais. Quand je le faisais, il en faisait un spectacle, riant et disant des choses comme « Eh bien, je suppose que tout le monde n'est pas fait pour les mathématiques. » La classe éclatait de rire, et je restais assis là, essayant de disparaître dans mon siège. Mais le pire était à venir. Il y a eu un événement qui m'a vraiment brisé, quelque chose qui m'a fait me demander si je pouvais continuer à avancer. C'était le dernier jour de CM2, et nous étions censés avoir une journée amusante, pas de cours, seulement des jeux et des activités pour célébrer la fin de l'année scolaire. J'espérais simplement passer inaperçu, rester hors de vue et passer la journée sans incident. Mais, bien sûr, Tyler avait d'autres projets. Pendant l'une des activités, une bataille de ballons d'eau, Tyler et sa bande ont décidé de m'attaquer spécifiquement. Au début, ce n'était que des ballons d'eau, mais ensuite ils ont commencé à les remplir d'autres choses, de la boue, de la peinture, tout ce qu'ils pouvaient trouver. Quand ils ont terminé, j'étais couvert de saleté et ils hurlaient de rire. J'ai couru aux toilettes pour me nettoyer, humilié et au bord des larmes.
Mais cela ne s'est pas arrêté là. Plus tard ce jour-là, alors que nous sortions tous de l'école, Tyler et ses amis m'ont rattrapé à nouveau. Cette fois, ils portaient des sacs à dos remplis de Dieu sait quoi. Ils m'ont traîné derrière l'école, où personne ne pouvait voir, et ont commencé à sortir le contenu de leurs sacs, des œufs pourris, du lait périmé et d'autres choses répugnantes qu'ils avaient gardées pour ce moment précis. Ils m'ont tout jeté dessus, riant pendant que j'avais des nausées et que j'essayais de me protéger. Je me souviens de l'odeur, de la puanteur écrasante qui m'a donné envie de vomir. Mais le pire, c'est quand Tyler a sorti des ciseaux. Au début, je n'ai pas compris ce qu'il prévoyait. Il m'a attrapé les cheveux, tirant ma tête en arrière, et je me suis alors rendu compte avec horreur de ce qu'il allait faire. Il a commencé à couper des mèches de mes cheveux, de manière inégale et irrégulière, riant tout le temps. J'ai essayé de me défendre, mais ses amis m'ont retenu. Quand ils ont terminé, j'avais un désastre irrégulier et humiliant sur la tête. Ils m'ont jeté les mèches de cheveux au visage et ont couru, me laissant là en pleurs. Quand je suis arrivée à la maison, ma mère m'a regardée et a soupiré. « Que as-tu fait maintenant ?» a-t-elle demandé, comme si c'était en quelque sorte de ma faute. Je n'ai même pas essayé de l'expliquer. Je suis simplement allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Le lycée n'a pas été meilleur. Le harcèlement a continué, bien qu'il soit devenu plus psychologique que physique. La négligence de mes parents est devenue encore plus évidente au fur et à mesure qu'ils devenaient plus froids et distants. À ce moment-là, ils avaient déjà 2 autres enfants, mes frères et sœurs cadets, qui étaient la prunelle de leurs yeux. J'étais l'erreur, l'accident qu'ils devaient tolérer. Mais mon frère et ma sœur étaient leur fierté et leur joie. Ils ont reçu tout ce que je n'ai jamais eu, amour, attention, soutien. C'était comme si je n'existais plus, comme si j'étais juste un fantôme errant dans la maison. Un soir, après une journée particulièrement brutale à l'école, j'ai entendu mes parents parler dans la cuisine. Mon père était ivre, traînant les mots, et ma mère essayait de le faire taire. Mais j'ai tout entendu. « J'aurais préféré que nous ne l'ayons jamais eu », a déclaré mon père, la voix pleine d'amertume. Nos vies auraient été bien meilleures sans cette foutue erreur. Ma mère n'a pas discuté. Elle a simplement soupiré et a dit, « C'est comme ça, Greg. Nous sommes coincés avec lui. » Ces mots m'ont blessé plus que toute autre chose. J'étais coincée avec eux, mais eux aussi étaient coincés avec moi, et il était clair qu'ils ressentaient du ressentiment chaque seconde. J'ai senti que je me noyais, comme si j'étais pris au piège dans une vie dont je ne pouvais pas m'échapper. La pensée de tout mettre fin a traversé mon esprit plus de fois que je ne peux le compter. Mais quelque chose m'a toujours retenu. C'était peut-être le petit espoir désespéré que les choses pourraient s'améliorer, que quelqu'un me verrait enfin et se soucierait de moi. Mais au fil des années, cet espoir s'est estompé. Les abus, la négligence, la sensation constante de ne pas être désiré, tout est devenu trop. J'ai commencé à manquer l'école, passant la plupart de mes journées à errer dans la ville, essayant d'éviter de rentrer à la maison. Quand j'allais à la maison, je m'enfermais dans ma chambre, restant éveillée toute la nuit uniquement pour éviter de voir mes parents. Un samedi, mes parents étaient sortis pour la soirée, me laissant aux soins de mes frères et sœurs cadets. Cela ne m'a pas dérangé, ils étaient les seuls qui ne me traitaient pas comme un fardeau. Nous regardions un film quand le téléphone a sonné. J'ai répondu, et c'était l'un des compagnons de boisson de mon père qui appelait pour dire que mes parents avaient eu un accident de voiture. Ils étaient tous les 2 à l'hôpital, et ils n'avaient pas l'air bien. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Il y avait la peur, bien sûr, et la tristesse. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre, quelque chose que je ne voulais pas m'admettre à moi-même, une petite partie obscure de moi ressentait un soulagement. Le soulagement que peut-être, juste peut-être, je pourrais enfin me libérer des personnes qui avaient fait de ma vie un enfer. Mais ce soulagement a été de courte durée. Mes parents ont survécu à l'accident, bien que tous les 2 aient été grièvement blessés. À leur retour de l'hôpital, les choses ont encore empiré. Mon père est devenu encore plus amer et en colère, déchargeant ses frustrations sur moi plus que jamais. Ma mère, maintenant aux prises avec des douleurs chroniques, est devenue complètement renfermée, me laissant aux soins de mes frères et sœurs tout seuls. C'est pendant cette période que j'ai commencé à me perdre. Le stress constant,
le cycle interminable d'abus et de négligence, tout a commencé à m'user. J'ai cessé de me soucier de l'école, de mon avenir, de quoi que ce soit, en réalité. J'essayais juste de survivre chaque jour, en espérant que les choses changeraient d'une manière ou d'une autre. La décision de fuir n'est pas quelque chose que j'ai prise à la légère. Après cette nuit où mes parents ont eu l'accident de voiture, quelque chose en moi a changé. Je me suis rendu compte que si je restais, je n'échapperais jamais au cycle de misère qui avait défini ma vie depuis que je me souviens. Je m'étouffais dans cette maison, dans cette ville, dans la vie qu'on m'avait imposée. J'avais besoin de sortir, de respirer, de trouver un moyen de vivre qui n'implique pas de douleur et de négligence constante. J'ai passé des mois à planifier mon évasion. J'ai économisé chaque centime que j'ai pu obtenir grâce à des petits boulots, me faufilant avec tout l'argent que je pouvais trouver. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour commencer. La partie la plus difficile a été de trouver où aller. Je voulais aller dans un endroit lointain, où personne ne me connaissait, où je pouvais recommencer. Après quelques recherches, je me suis décidée pour une ville à plusieurs états de distance, suffisamment grande pour me perdre, mais avec des possibilités pour quelqu'un qui est prêt à travailler dur. C'était parfait. La nuit où je suis partie, je n'ai fait mes adieux à personne. J'ai attendu que tout le monde soit endormi, j'ai fait mes quelques affaires dans un sac à dos et je suis sortie par la porte principale. Je me souviens d'être restée debout sur le perron pendant un moment, regardant la maison en arrière, me demandant si je la reverrais un jour. Mais il n'y avait pas d'amour perdu là-bas, aucune raison de rester. Alors je me suis retournée et je suis partie, disparaissant dans la nuit. J'ai pris un bus jusqu'où mon argent m'a menée, puis un autre, et un autre, jusqu'à ce que j'arrive enfin dans la ville qui allait devenir ma nouvelle maison. Je n'avais ni amis ni famille, et il ne me restait que quelques dollars en poche. Mais, pour la première fois de ma vie, je me suis sentie libre. La ville a été écrasante au début, tant de monde, tant de bruit, mais c'était aussi stimulant. Je pouvais être qui je voulais être ici. Personne ne connaissait mon passé, ma famille ou les choses qui m'avaient été faites. C'était une page blanche, et les possibilités semblaient infinies. Les premières semaines ont été difficiles. J'ai dormi dans des refuges, ou parfois dans la rue, tout en cherchant du travail. J'étais déterminée à ne pas revenir, peu importe la difficulté des choses. J'ai passé mes journées à aller d'un endroit à l'autre, à remplir des demandes, prêt à faire n'importe quoi juste pour avoir un point d'appui. Finalement, j'ai eu un répit. Un petit restaurant à la périphérie de la ville cherchait un lave-vaisselle. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était quelque chose, et c'était suffisant pour me sortir de la rue. Le travail était dur et le salaire était à peine suffisant pour couvrir le loyer de la petite chambre que j'ai trouvée, mais cela ne m'a pas dérangé. Je travaillais, je gagnais mon propre argent et j'étais libre de l'enfer dont j'avais échappé. J'ai gardé la tête basse, j'ai fait mon travail, lentement, les choses ont commencé à s'améliorer. Je suis passé du lavage de vaisselle au nettoyage des tables, puis au service des tables. J'étais bon là-dedans, mieux que je ne m'y attendais, et les pourboires étaient corrects. J'ai recommencé à économiser, cette fois avec un nouvel objectif en tête, me faire quelque chose, montrer à tous, surtout à mes parents, que j'étais plus que l'erreur qu'ils m'avaient toujours appelée. Au fil des mois, je me suis sentie plus à l'aise en ville. Je me suis fait quelques amis, d'autres personnes qui avaient leurs propres histoires d'évasion ou de nouveaux départs. Nous nous sommes unis par nos expériences partagées, et pour la première fois, j'ai commencé à sentir que j'appartenais à un endroit. Je n'étais plus seule, et cela m'a donné la force d'aller de l'avant. Ma grande chance est arrivée lorsqu'on m'a offert un emploi dans un nouveau restaurant qui ouvrait en centre-ville. C'était un pas en avant par rapport au restaurant, un endroit plus agréable avec un meilleur salaire et plus d'opportunités d'avancement. J'ai saisi l'occasion et j'ai travaillé plus dur que jamais pour prouver ma valeur. La propriétaire, une femme astucieuse mais juste nommée Lisa, a vu le potentiel en moi et m'a pris sous son aile. Elle m'a appris tout ce qu'elle savait sur le métier de la restauration, et j'ai tout absorbé, désireux d'apprendre. Sous la direction de Lisa, ma carrière a commencé à décoller. Je suis passé du service des tables à la gestion de la réception, puis à la supervision de tout le restaurant. Je gagnais bien ma vie, assez pour payer un appartement correct, et pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'avais le contrôle de mon avenir. Le restaurant est devenu ma vie,
ma passion, et j'y ai mis tout ce que j'avais pour en faire un succès. Et ça marchait. Mais même lorsque les choses allaient bien pour moi, je n'arrivais pas à me débarrasser complètement des ombres de mon passé. Parfois, je me demandais ce qu'il était advenu de ma famille, ce qui leur était arrivé après mon départ. Je savais que je ne devrais pas m'en soucier, ils ne s'étaient jamais souciés de moi, mais une partie de moi ne pouvait pas laisser tomber. Je ne les ai pas contactés, mais je leur demandais occasionnellement des nouvelles par des connaissances communes, juste pour savoir qu'ils étaient toujours en vie. C'est lors d'une de ces enquêtes que j'ai appris que les choses avaient empiré à la maison. Mon père, qui n'avait jamais pu garder un emploi après l'accident, était devenu encore plus amer et en colère. Ma mère, qui avait toujours été passive, était tombée dans une profonde dépression, laissant mes frères et sœurs cadets se débrouiller seuls. Ils se battaient, arrivaient à peine à joindre les deux bouts, et d'après ce que j'ai entendu, la maison s'était détériorée. Le fait d'entendre cela m'a rempli d'un mélange d'émotions, le soulagement d'avoir échappé, la culpabilité de les avoir laissés derrière moi et une étrange sensation de satisfaction qu'ils aient enfin à faire face aux conséquences de leurs actes. Mais j'ai mis de côté ces sentiments, en me concentrant sur ma propre vie, sur mon propre succès. J'avais travaillé trop dur pour laisser le passé me faire tomber. Puis, de nulle part, j'ai reçu un appel de mon père. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des années, et le son m'a provoqué un frisson. Il ne m'a pas demandé comment j'allais, il ne s'est excusé de rien. Il m'a simplement dit qu'ils étaient dans le besoin, qu'ils avaient besoin d'argent et qu'il était temps que je devienne un homme et que j'aide. Je n'arrivais pas à croire son audace. Après tout ce qu'il m'avait fait, après toute la douleur et la négligence, il avait l'impudence de me demander de l'aide. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est la rage que j'ai sentie bouillonner en moi. Je pensais que j'avais surmonté cela, que j'étais allé de l'avant. Mais entendre sa voix, l'entendre exiger quelque chose de moi, comme si je lui devais quelque chose, a ramené toutes ces vieilles blessures. Je lui ai dit non. Que je ne lui devais rien, et que s'il avait des problèmes, c'était de sa propre faute. C'est alors qu'il a éclaté. Il a commencé à me crier dessus, m'appelant ingrat, égoïste, un raté. Il m'a blâmé pour tout, ses problèmes financiers, la dépression de ma mère, ses propres échecs. Il m'a accusé d'avoir abandonné la famille, de les laisser souffrir pendant que je vivais la belle vie, en ville. Ses paroles étaient venimeuses, pleines de la même haine avec laquelle j'avais grandi, et c'était comme si j'étais redevenu un enfant, pris au piège et sans défense. Mais je n'étais plus un enfant. J'étais un adulte et j'avais ma propre vie. Je lui ai dit d'aller se faire voir, que j'en avais fini avec lui, avec eux tous. J'ai raccroché le téléphone, tremblant de rage. Quelques jours plus tard, mon père est apparu dans mon appartement. Je ne sais pas comment il m'a trouvé, mais il était là, frappant à ma porte, exigeant que je le laisse entrer. J'ai refusé, mais il ne partait pas. Il a continué à crier, menaçant de défoncer la porte si je ne l'ouvrais pas. J'étais terrifiée par ce qu'il pourrait faire, par ce qu'il pourrait dire. Mais je ne pouvais pas le laisser entrer. Je ne pouvais pas le laisser me ramener dans ce monde. Finalement, j'ai ouvert la porte, dans l'espoir de le calmer, qu'il parte. Mais dès qu'il m'a vu, la fureur dans ses yeux m'a dit qu'il n'y avait aucun moyen de raisonner avec lui. Il s'est jeté sur moi, le poing levé, et nous avons commencé à nous battre la même à la porte. Il était plus grand et plus fort que moi, et pendant un instant, j'ai pensé qu'il pourrait vraiment me tuer. Mais alors, quelque chose en moi s'est brisé, et je me suis défendue de toutes mes forces. Je l'ai poussé, le frappant aussi fort que je le pouvais, et finalement, il a titubé en arrière, respirant difficilement, du sang coulant sur son visage. Je suis resté là, haletant, l'adrénaline parcourant mes veines. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point je le détestais. Je le détestais pour tout ce qu'il m'avait fait, pour la façon dont il m'avait traité, pour la façon dont il avait essayé de ruiner ma vie. Et je le détestais encore plus pour être venu ici, pour avoir essayé de me faire revenir après que j'ai enfin réussi à me relever. Il m'a regardé les yeux pleins d'un mélange de colère et d'incrédulité. Et pendant un instant, j'ai pensé qu'il pourrait essayer de m'attaquer à nouveau. Mais ensuite, il s'est simplement retourné et s'en est allé, me laissant là, debout sur le pas de la porte, tremblant de rage et de peur. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui pendant un certain temps. J'ai essayé de laisser tout cela derrière moi,
de me concentrer sur mon travail, sur la vie que j'avais construite. Mais ce n'était pas facile. La bagarre avait rouvert toutes les vieilles blessures, et je me suis retrouvée à lutter pour surmonter cela. J'ai commencé à boire plus, essayant d'endormir la douleur, mais cela n'a fait qu'aggraver les choses. Mon travail a commencé à en souffrir, et pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison, j'ai senti que je perdais le contrôle. Puis, un jour, j'ai reçu un appel d'un hôpital de ma ville natale. Mon père avait eu un accident de camion, un autre. Mais cette fois, c'était grave. Il était dans un état critique et on ne savait pas s'il s'en sortirait. On m'a demandé si je pouvais y aller, si je pouvais être là pour lui. Je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait y aller, le voir, l'affronter une dernière fois. Mais une autre partie de moi ne voulait rien avoir à faire avec lui. Il m'avait causé tant de douleur, tant de souffrance, et je ne savais pas si je pourrais le revoir. Finalement, j'ai décidé de ne pas y aller. Je me suis dit que c'était de sa faute, qu'il l'avait mérité et que je n'avais aucune obligation envers lui. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre appel. Mon père était mort. L'accident de camion avait été mauvais, très mauvais, et il ne s'en était pas remis. L'hôpital m'a demandé si je voulais organiser les funérailles, mais j'ai refusé. Je leur ai dit de contacter ma mère, de la laisser s'en occuper. Je ne pouvais pas me forcer à m'en soucier. Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Je m'en souciais, d'une certaine manière. Je m'en souciais parce que sa mort signifiait que ce chapitre de ma vie était enfin, vraiment terminé. Il n'y avait pas de retour en arrière maintenant, pas plus de possibilité qu'il me blesse, pas plus de menaces persistantes au-dessus de ma tête. Pour la première fois de ma vie, j'étais complètement libre. Et cette liberté était quelque chose de lourd et de terrifiant. Je ne suis pas allée aux funérailles. Je n'ai même pas demandé quand elles avaient lieu. Je suis restée en ville, me consacrant à mon travail, essayant d'oublier tout ce qui s'était passé. Mais les souvenirs étaient toujours là, rôdant au fond de mon esprit, hantant mes rêves. Je savais que j'avais besoin de les affronter, de trouver un moyen de surmonter tout cela. Mais je ne savais pas comment. Il m'a fallu des mois pour commencer à me sentir moi-même à nouveau. J'ai réduit ma consommation d'alcool, j'ai commencé à suivre une thérapie, lentement, j'ai commencé à guérir. Je me suis rendu compte que je ne pleurais pas seulement mon père, je pleurais l'enfance que je n'avais jamais eue, la famille qui n'avait jamais existé, toutes les choses que j'avais perdues en chemin. Mais au fur et à mesure que les mois se transformaient en années, j'ai trouvé le moyen d'aller de l'avant. J'ai continué à travailler dur, à construire la vie que j'avais toujours voulu, finalement, j'ai trouvé un sentiment de paix. Ce n'était pas facile, et il y avait encore des jours où les souvenirs me submergeaient à nouveau. Mais j'avais appris à vivre avec eux. J'avais appris que le passé ne me définit pas, que je peux choisir mon propre chemin, que je peux être plus que l'erreur que mes parents ont toujours vue en moi. Après des années de dur labeur, d'innombrables heures et une détermination infinie, j'ai finalement atteint un point où je pouvais réaliser mon rêve. J'avais économisé assez d'argent, j'avais construit un réseau de contacts dans l'industrie et j'avais appris les tenants et aboutissants du secteur de la restauration. Il était temps d'ouvrir mon propre restaurant, un endroit qui serait à moi, un symbole de tout ce que j'avais surmonté et accompli. J'ai trouvé l'endroit idéal dans un quartier animé de la ville, un vieux bâtiment avec du caractère et du charme qui avait besoin de beaucoup de travaux, mais qui avait un énorme potentiel. Ce fut une tâche ardue, de rénover et de concevoir l'espace à partir de zéro, mais j'étais poussée par une vision. Je voulais un endroit qui soit accueillant, chaleureux et plein de vie, un contraste marqué avec l'ambiance froide et oppressive dans laquelle j'avais grandi. Le processus de rénovation a été intense. J'ai travaillé en étroite collaboration avec une designer, une femme dynamique nommée Olivia, qui a parfaitement compris ma vision. Nous avons passé des heures à revoir chaque détail, de la combinaison de couleurs à la disposition des tables, à l'éclairage et même aux œuvres d'art sur les murs. Je voulais que le restaurant reflète mon voyage, ma résilience et mon amour de la nourriture. Olivia m'a aidé à donner vie à cette vision, et lentement, la coquille vide d'un bâtiment a commencé à se transformer en quelque chose de beau. Le jour de l'inauguration a été à la fois excitant et stressant. J'avais invité des amis, des collègues de l'industrie et quelques critiques gastronomiques locaux, dans l'espoir de faire forte impression. La nuit précédant l'inauguration, j'ai à peine dormi,
repassant chaque détail dans ma tête, terrifiée que quelque chose ne tourne mal. Mais quand le jour est finalement arrivé, et que j'ai vu le restaurant rempli de gens qui apprécient la nourriture, l'ambiance et l'expérience que j'avais créée, j'ai su que tout cela avait valu la peine. Les premières semaines ont été un tourbillon d'activités. Le restaurant était plus fréquenté que je ne l'avais prévu, et les critiques positives ont commencé à affluer. Les gens aimaient la nourriture, l'ambiance et l'histoire qui se cachaient derrière le restaurant. Il est rapidement devenu un endroit populaire en ville, et pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment de fierté et d'accomplissement que je n'avais jamais connu auparavant. J'avais construit quelque chose à partir de rien, quelque chose qui m'appartenait entièrement, et cela prospérait. Un soir, alors que je finissais au restaurant après une autre journée réussie, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était ma mère. Sa voix était tremblante et désespérée. Elle m'a dit qu'elle luttait, qu'elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts et qu'elle avait besoin d'argent, de mon argent, pour survivre. Pendant un instant, j'ai été abasourdie. Des années s'étaient écoulées depuis la dernière fois que j'avais eu de ses nouvelles, et j'espérais m'être enfin libérée d'elle et de la toxicité qu'elle avait apportée à ma vie. Mais la voici, me contactant, non pas pour s'excuser ou pour réparer les choses, mais pour demander de l'argent. J'ai senti la vieille colère monter en moi, le ressentiment et l'amertume que j'avais tant travaillé à laisser derrière moi. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que je n'avais rien à lui donner, qu'après tout ce qu'elle et mon père m'avaient fait subir, je ne lui devais rien. Mais elle ne l'a pas bien pris. Elle a commencé à pleurer, me criant dessus au téléphone, me disant que je n'avais pas de cœur, que je l'abandonnais tout comme j'avais abandonné le reste de la famille. Elle a menacé de se suicider si je ne l'aidais pas. Ce fut un moment d'incrédulité totale. J'avais toujours su que ma mère était manipulatrice, mais c'était quelque chose de totalement différent. L'idée qu'elle le fasse vraiment était horrible. Mais en même temps, je ne pouvais pas la laisser me contrôler avec des menaces. Je lui ai dit qu'elle avait besoin d'aide, d'une vraie aide, et que je n'allais pas me laisser manipuler par elle jamais plus. Quelques jours plus tard, elle est apparue au restaurant. J'étais au milieu d'un service de déjeuner animé quand l'un des serveurs est venu me dire qu'une femme m'attendait au bar. Elle avait l'air différente, plus âgée, plus usée, et il y avait un regard presque fou dans ses yeux. Je ne voulais pas faire de scène devant les clients, alors je l'ai emmenée dans un bureau privé à l'arrière du restaurant. Dès que la porte s'est refermée derrière nous, elle a recommencé, me suppliant de l'argent, disant qu'elle était désespérée, qu'elle n'avait nulle part où aller. Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a dit que je n'étais pas son fils. Au début, j'ai pensé que je ne l'avais pas bien entendu. Mais elle l'a répété, la voix tremblante d'émotion. Elle a dit que je n'étais pas son fils biologique, qu'elle m'avait recueilli quand j'étais bébé, et qu'elle avait gardé le secret pendant toutes ces années. Elle a dit qu'elle m'avait toujours ressenti du ressentiment parce que je n'étais pas vraiment le sien, qu'elle ne m'avait jamais aimé, mais qu'elle avait été obligée de m'élever à cause d'une promesse qu'elle avait faite à quelqu'un. Je suis restée là, abasourdie, essayant de comprendre ce qu'elle disait. Ça n'avait aucun sens. Comment pouvais-je ne pas être son fils? Et si je ne l'étais pas, alors qui étais-je? J'ai senti comme si on m'avait arraché le sol sous les pieds, comme si tout ce que je croyais savoir sur moi-même était un mensonge. Mais au fur et à mesure que le choc commençait à s'estomper, je me suis rendu compte que j'avais besoin de réponses. J'avais besoin de savoir la vérité, de découvrir d'où je venais et pourquoi on m'avait caché ce secret pendant si longtemps. Je lui ai exigé qu'elle me raconte tout, mais elle a simplement recommencé à pleurer, disant qu'elle ne pouvait pas, que c'était trop compliqué, trop douloureux. J'allais découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. La première chose que j'ai faite a été d'embaucher une enquêtrice privée, une femme astucieuse et sérieuse nommée Karen, qui avait la réputation d'obtenir des résultats. Je lui ai tout raconté, chaque détail dont je pouvais me souvenir de ce que ma mère avait dit, et je lui ai demandé d'enquêter sur mon passé, de découvrir qui j'étais vraiment. Karen a été minutieuse. Elle a commencé par enquêter sur mes actes de naissance, mais il est rapidement devenu évident que les choses ne collaient pas. Les registres montraient que j'étais née dans un hôpital d'un petit village non loin de l'endroit où j'ai grandi, mais il y avait des incohérences, des documents manquants, des annotations étranges et l'absence de preuves claires que ma mère m'avait vraiment mis au monde. Karen a ensuite concentré son attention sur les personnes qui pourraient savoir quelque chose, d'anciens voisins, des amis de la famille,
quiconque aurait pu être présent à ma naissance. Ce qu'elle a trouvé était inquiétant. Plusieurs personnes se souvenaient que mes parents m'avaient adopté, soudainement quand j'étais bébé, mais aucun d'eux ne semblait savoir d'où je venais. Il y avait des rumeurs, des chuchotements sur un marché que ma mère avait conclu avec quelqu'un, mais rien de concret. Tout était rumeurs, spéculations et impasse. Mais Karen n'a pas abandonné. Elle a continué à enquêter, cherchant tout ce qui pouvait nous donner une piste. Et puis, après des semaines de recherche, elle a trouvé quelque chose, un nom. Une femme nommée Sarah, qui avait vécu dans le même village à l'époque de ma naissance, et qui avait disparu mystérieusement peu de temps après. Karen a retrouvé quelques anciens registres, y compris un rapport de police mentionnant le nom de Sarah. Selon le rapport, Sarah avait été impliquée dans une dispute domestique avec un homme soupçonné de l'avoir maltraitée. Le rapport mentionnait que Sarah avait récemment accouché, mais le bébé n'a jamais été retrouvé. AVC était une piste, la première véritable que nous ayons. Et c'est récemment accouché, mais le bébé n'a jamais été retrouvé. C'était une piste, la première véritable que nous avions. Et c'était suffisant pour me convaincre que je devais faire passer cela au niveau supérieur. J'ai décidé de porter plainte contre ma mère, exigeant une était suffisant pour me convaincre que j'avais besoin de pousser cela plus loin. J'ai décidé de porter plainte contre ma mère, exigeant un test de paternité et une enquête sur mes véritables origines. Je voulais connaître la vérité et je voulais m'assurer qu'elle ne puisse plus jamais me blesser de paternité et une enquête sur mes véritables origines. Je voulais connaître la vérité et je voulais m'assurer qu'elle ne pouvait plus me blesser. La procédure judiciaire a été épuisante. Ma mère s'est défendue, engageant un avocat qui a tenté de me peindre comme un ingrat, instable et vengeur. Ils ont essayé de soutenir que la plainte était. La procédure judiciaire a été épuisante. Ma mère s'est défendue, engageant un avocat qui a essayé de me dépeindre comme un ingrat, instable et vengeur. Ils ont essayé d'affirmer que là une tentative désespérée de la blesser, de la punir pour les erreurs qu'elle avait commises dans le passé. Mais je savais que c'était plus que cela. Il s'agissait de trouver la vérité, plainte était une tentative désespérée de la blesser, de la punir pour les erreurs qu'elle avait commises dans le passé. Mais je savais que c'était plus que ça. Il s'agissait de trouver là de prendre le contrôle de ma propre vie. Le tribunal a ordonné un test de paternité, et les résultats ont été clairs, je n'étais pas le fils biologique de ma mère. La révélation a envoyé des ondes de choc à travers la salle d'audience, et j'ai pu de reprendre le contrôle de ma propre vie. Le tribunal a ordonné un test de paternité, et les résultats ont été clairs, je n'étais pas le fils biologique de ma mère. La révélation a envoyé des ondes de choc à travers la salle d'audience, et j'ai pu voir l'expression de surprise et de trahison sur le visage de ma mère tandis que la vérité était mise à jour. Mais pour moi, ce fut un moment de clarté, de validation. Je n'étais pas l'erreur qu'elle m'avait toujours appelée. J'étais quelqu'un a pu voir l'expression de surprise et de trahison sur le visage de ma mère alors que la vérité était mise au jour. Mais pour moi, ce fut un moment de clarté, de validation. Je n'étais pas l'erreur qu'elle m'avait toujours appelée. J'étais quelqu'un d'autre, quelqu'un avec une histoire différente, un passé différent. Mais les questions ne se sont pas arrêtées là. Le tribunal a également ordonné une enquête sur mes origines, et ce qu'ils ont trouvé était encore plus choquant que ce que j'avais imaginé. La femme nommait un d'autre, quelqu'un avec une histoire différente, un passé différent. Mais les questions ne se sont pas arrêtées là. Le tribunal a également ordonné une enquête sur mes origines, et ce qu'ils ont trouvé était encore plus choquant que ce que j'avais imaginé. La Sarah, que Karen avait découverte, était en fait ma mère biologique. Elle avait été une jeune femme, effrayée et seule, fuyant une relation abusive. Elle m'avait mis au monde en secret, et peu de temps après, elle était morte dans un tragique accident. Ma mère, Marie, femme nommée Sarah, que Karen avait découverte, était en fait ma mère biologique. Elle avait été une jeune femme, effrayée et seule, fuyant une relation abusive. Elle m'avait mis au monde en secret, et peu de temps après, elle était morte dans un accident tragique. Ma mère, Marie, avait recueilli, non pas par bonté ou par amour, mais dans le cadre d'un marché avec l'homme qui avait maltraité Sarah. L'homme, il s'est avéré être mon père biologique, un homme violent et dangereux qui avait utilisé ma mère pour dissimuler ses crimes.
Il lui m'avait recueilli, non pas par bonté ou par amour, mais dans le cadre d'un marché avec l'homme qui avait maltraité Sarah. L'homme, il s'est avéré être mon père biologique, un homme violent et dangereux qui avait utilisé ma mère pour dissimuler ses crimes. Avait payé pour qu'elle me prenne, pour qu'elle m'élève comme si j'étais le sien, pour garder la vérité cachée. Et elle l'avait fait, vivant avec la culpabilité et le ressentiment chaque jour, se vengeant sur moi parce qu'elle ne pouvait pas il lui avait payé pour qu'elle m'emmène, pour qu'elle m'élève comme si j'étais le sien, pour garder la vérité cachée. Et elle l'avait fait, vivant avec la culpabilité et le ressentiment tous les jours, se vengeant sur moi parce qu'elle vengeait sur lui. L'affaire judiciaire s'est prolongée pendant des mois, ma mère se battant à chaque étape. Mais à la fin, la vérité a été révélée. Le tribunal a statué en ma faveur, brisant tous les liens légaux entre nous. J'étais libre, ne pouvais pas se venger sur lui. L'affaire judiciaire s'est étalée sur des mois, ma mère se battant à chaque étape. Mais à la fin, la vérité a été révélée. Le tribunal a statué en ma faveur, brisant tous les liens légaux entre nous. Libre d'elle, libre des mensonges, libre du passé qui m'avait poursuivi pendant si longtemps. J'ai continué à me concentrer sur le restaurant, mettant mon énergie à le faire fonctionner au mieux. J'ai trouvé du réconfort dans mon travail, dans les gens qui aiment. J'étais libre, libre d'elle, libre des mensonges, libre du passé qui m'avait poursuivi pendant si longtemps. J'ai continué à me concentrer sur le restaurant, mettant mon énergie à en faire le meilleur possible. J'ai trouvé du réconfort dans mon travail, dans son soutenu, dans la vie que j'avais construite pour moi. J'ai recommencé la thérapie, travaillant le traumatisme, la colère et la douleur. Ce n'était pas facile, et il y avait encore des jours où le passé pesait lourd sur mes épaules. Mais j'étais déterminée, les gens qui m'ont soutenue, dans la vie que j'avais construite pour moi. J'ai recommencé la thérapie, travaillant sur le traumatisme, la colère et la douleur. Ce n'était pas facile, et il y avait encore des jours où le passé se sentait comme un lourd à aller de l'avant. Avec le temps, j'ai commencé à trouver un sentiment de paix. Je me suis reconnectée avec certains des amis que j'avais faits en ville, ceux qui étaient devenus comme une famille pour moi. J'ai commencé à construire de nouvelles relations, à faire confiance au poids sur mes épaules. Mais j'étais déterminée à aller de l'avant. Avec le temps, j'ai commencé à trouver un sentiment de paix. Je me suis reconnectée avec certains des amis que j'avais faits en ville, ceux qui étaient devenus comme une famille pour moi. J'ai commencé gens à nouveau, à les laisser entrer dans ma vie. Ce n'était pas facile, mais ça valait le coup. J'avais passé tant d'années seule, pris au piège dans un monde de douleur et de solitude. Mais maintenant, je commençais enfin à m'ouvrir, à laisser entrer, à construire de nouvelles relations, à faire confiance aux gens à nouveau, à les laisser entrer dans ma vie. Ce n'était pas facile, mais ça valait la peine. J'avais passé tant d'années seule, pris au piège dans un monde de douleur et de solitude. Mais maintenant, je commène les autres, à trouver de la joie et de la connexion dans le monde qui m'entourait. Et alors que je me tenais dans le restaurant un soir, regardant la salle à manger animée remplie de gens qui riaient, qui parlaient et qui appréciaient la nourriture et l'ambiance, c'est enfin à m'ouvrir, à laisser entrer les autres, à trouver de la joie et de la connexion dans le monde qui m'entourait. Et alors que je me tenais dans le restaurant un soir, regardant la salle à manger animée pleine de gens qui riaient, parlaient et après que j'avais créé, je me suis rendu compte que j'avais finalement trouvé ce que je cherchais depuis toujours, un endroit où j'appartenais, une vie qui était mienne, libre des ombres du passé.